Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis avec un géant de l'agriculture, celui qui a fait de l'agriculture son métier. Il va nous parler des avantages, des inconvénients, des défis qu'il rencontre au quotidien et les recommandations qu'il puisse donner à ceux ou celles qui veulent bien se lancer dans ce domaine. Alors, papa, est-ce que vous pouvez vous présenter tout le monde? Oui, c'est une bonne chose. Avant tout, je m'appelle Ndjikoudou Cyril, on est sous le nom de Mopas. Je suis un agriculteur. Ok. Je suis un agriculteur. Tu es un agriculteur depuis combien de temps? Oui, ça fait déjà plus de 20 ans que j'ai embrassé cette carrière en 1996. Comme j'ai quitté le banc de l'école en 95, aussitôt en 96, un an après les bancs de l'école, j'ai choisi l'agriculture qui est la fonction de la richesse depuis 1996. Depuis 1996 que tu es dans Je l'agriculture. suis dans l'agriculture. Alors, j'ai une question qui me taraude à l'esprit là. Pourquoi l'agriculture? Pourquoi il y a d'autres secteurs, il y a l'élevage, il y a les fonctions publiques, il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi l'agriculture? J'ai choisi l'agriculture, comme je disais tantôt, c'est la fonction de la richesse. Okay. La base de tout, c'est l'agriculture. C'est pour ça que quand je suis sur le banc de l'école et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai dit que si c'est comme ça, je vais me replier sur l'agriculture. Est-ce que je ne peux pas m'en sortir que d'attendre encore la main de quelqu'un? Okay. C'est comme ça que je me suis battu et j'ai embrassé l'agriculture depuis 1996. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, 2025. Nous sommes à plus de 27, 28 ans déjà de carrière. Comme ça, quelques années de carrière déjà. Ok. Maintenant, la question que j'aimerais te poser maintenant, est-ce que tu te sens bien dans l'agriculture? Est-ce que l'agriculture est bien pour toi? Est-ce que tu es à l'aise? Oui, je suis bien à l'aise. L'agriculture, je trouve que c'est une bonne carrière. Pourquoi? Je dis que je me repose moi-même et je me lève le jour que je veux, je pars au champ. Si je me sens fatigué, je me replie à la maison. Il n'y a pas autre police derrière moi. Okay. Et je trouve que je suis encore beaucoup à l'aise dans l'agriculture. Okay. Bon, quand on est dans l'agriculture, maintenant, quelles sont toutes choses à ces avantages, ces inconvénients, quelles sont les difficultés que l'agriculture tchadienne ou alors l'agriculture d'une manière pratique vous rencontrez au quotidien? Chaque chose a ses inconvénients et aussi avec beaucoup de difficultés. Quand tu veux faire quelque chose, il y a toujours des difficultés. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi beaucoup de difficultés quand je suis entré dans l'agriculture. Il me manque de main-d'œuvre. Il me manque le travail de l'agriculture ici au Tchad, c'est la base, c'est les bœufs. Donc, d'abord, pour avoir les bœufs d'attelage personnel, c'est pas chose facile. Mais j'ai surmonté. Okay. J'ai surmonté pour avoir mes bœufs d'attelage personnellement avant de chercher. Et encore, l'agriculture ici au Tchad, la terre, c'est trop restreinte. Et je me suis battu pour trouver quand même un espace pour travailler la terre. Ok. Donc, si je comprends bien, la première difficulté, c'est la main-d'œuvre. Oui. Après cela, il y a les bœufs d'attelage qu'il faut avoir cela. Mais est-ce que au-delà de ça, au-delà de bœufs d'attelage et consorts, si une personne arrive à avoir des tracteurs, avoir des matériels avancés, est-ce que ce n'est pas aussi adapté dans cet environnement? Ça peut adapter, mais ici, on fait les choses selon ce que le milieu est en train de dicter. Le milieu, même, il dicte. Okay. Parce que l'entourage, si l'entourage est en train de faire quelque chose, il faut aussi te cantonner sur ce que l'entourage est en train de faire. Et tu sors de ce que l'entourage est en train de faire, là, tu es directement un étranger. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on se base encore sur le bétaillage et avec le temps, des choses comme les tracteurs et autres vont venir. Mais pour le moment, encore, principalement dans le village où je suis, nous travaillons encore avec les bœufs d'attelage. Les bœufs d'attelage. Maintenant, quelles sont les principales cultures que vous faisiez généralement? Il y a beaucoup, il y a le mil, il y a le niébé, il y a le sésame, il y a l'arachide. Mais beaucoup se basent sur l'arachide, la culture d'arachide. Ok. L'arachide, comme on est en train de déterrer ici, là. C'est ça. D'accord.
Maintenant, On donne priorité à l'arachide. on donne priorité à l'arachide. Maintenant, par an, si je peux me le permettre, vous utilisez quel langage ici? C'est en fonction de corde ou bien en fonction d'hectare? Bon, c'est en fonction de corde. Corde. Parce que ici, c'est l'hectare, c'est quelque chose de bien calculé. Mais ici, là, comme c'est quelque chose qu'on hérite, c'est-à-dire de génération en génération, si la place où les papas ont travaillé dessus, tu vas aussi être condamné à travailler sur la place de ton père. Donc, il n'est pas question d'hectare encore. D'hectare. Mais Donc, on parle de corde. De corde. Voilà. Ok. Et maintenant, les terres que tu cultives généralement, ce sont les terres héritées ou bien ce sont les terres? Oui, il y a des terres héritées, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et les terres que j'utilise en ce moment, là, ce sont les terres que moi, je suis avec mes propres argent. Ok. Ce que tu as acheté pour ajouter Ajouter à ce qui existe déjà. Maintenant, si on reste sur comment dire l'arachide, la culture d'arachide, par an, combien de cordes tu fais généralement? On peut estimer que comme cette année, je me suis arrêté sur 20 cordes. 20 cordes. Ok. Papa, Oui. moi j'ai une question encore particulière là. Quand je suis venu ici, j'ai fait le tour un peu le champ. Je n'ai pas vu une superficie en jachère comme ça. Pourquoi c'est ce phénomène? Pourquoi on n'observe pas une terre qu'on peut laisser comme ça en jachère au repos, peut-être une année, 2 ans? Pourquoi? Bon, il n'y a pas la jachère, comme tu venais de dire, c'est une vérité, une triste réalité que tu as de dire. Il n'y a pas une jachère ici, dans le village d'Oka. Parce que le nombre de population est plus grand que le nombre de superficies qu'on est en train d'utiliser. Donc, on ne peut pas trouver une jachère ici. On ne peut pas trouver. Même si tu laisses en jachère même, bon nombre de gens vont venir demander et tu auras pitié de quelqu'un quand même d'être eux pour lui céder. Pour lui céder, pour qu'il cultive. Maintenant, généralement, à l'entame de notre conversation, tu avais dit que vous utilisez beaucoup les bœufs d'attelage. Mais les bœufs, ce sont les herbivores. Ce sont les animaux qui mangent les herbes. Oui. Il faut qu'ils mangent des herbes, mais au moment où vous utilisez toutes les superficies qui existent, les animaux, ils mangent quoi? Ils mangent ici sur les parcelles que nous utilisons ici. Par exemple, aujourd'hui, quand le bouvier a besoin de faire paître ses animaux, chercher de trouver une solution à ces animaux. Peut-être il sort, peut-être il vient rester là où il y avait une termitière, il les alimente sur les termitières ou au bord de la route, les herbes qui poussent au bord de la route. Et c'est comme ça que les bouviers utilisent et pour ravitailler leur bétail. C'est ça. Donc, si je comprends, il y a une grande difficulté pour que les animaux puissent trouver une superficie comme ça pour manger. Quitte au bouvier maintenant de chercher des petites superficies, parcelles qui restent là, les animaux mangent et puis ils travaillent. Je viens de voir, on est là, on est en train de faire cette vidéo. Je vois la superficie que nous sommes, appartient. Je vois quelque chose qui nous entoure, un citronnier, des citronniers partout. Les citronniers là sont comme, comment dire, des clôtures ou alors ce sont des plantations qui ont été faites. Bon, c'est d'abord, j'appelle ça, c'est une couverture végétale. Une couverture végétale. Je suis en train d'encadrer seulement la parcelle où je suis en train d'utiliser. Et les citronniers que vous voyez aussi, ça me donne un peu de jetons pour trouver aussi du thé. Donc, c'est pas aussi au hasard que j'ai choisi de faire la clôture de mes terrains avec le citronnier. Ok. Au lieu d'utiliser, par exemple, quelque chose de classique comme les grillages, on utilise le citronnier qui constitue, lui, en même temps, une barrière. Oui, une barrière. Il joue le rôle de grillage et en même temps d'un fruit qu'on peut manger, qu'on peut récolter. Maintenant, on vient de causer tout de suite. Tu m'as dit que l'arbre qui est ici là est déjà vendu. Ça, c'est déjà vendu. Comment on arrive à vendre des arbres qui existent déjà sur les champs? L'arbre qui est sur le champ ou chez toi, quelqu'un vient comme ça, il achète directement. Pourquoi? Mais il est dans le besoin. Oui, l'arbre là, sa présence dans le terrain, ça joue vraiment de rôle. Parce que c'est avec ça que nous sommes sous l'ombre. Oui. Et s'il n'y a pas un arbre, il n'y a pas aussi l'ombre. Donc nous sommes sous l'ombre de cet arbre.
Mais comme il y avait tellement que de besoins pour trouver du bois de chauffage, pour trouver du charbon et autres, donc des gens qui sont manqués carrément de cet arbre sont besoin de se plaider auprès de moi. Donc comme je suis une personne, un jour, moi aussi je serai dépassé pour demander service à mon frère. Donc c'est comme ça que je suis cédé à donner cet arbre-là à mon frère qui est dans le besoin. Et dans le cas contraire, demain, quand je suis dans le besoin que je viens lui suggérer mes problèmes, peut-être il va me rejeter aussi en bloc. C'est comme ça qu'on se complète. Ok. Donc, comme c'est une pratique que moi, si je pose cette question, je n'ai pas constaté ça jadis. Parce que jadis, quand tu as un arbre dans ton terrain, c'est à toi de découper l'arbre. Si tu veux vendre comme fagot, si tu veux faire du charbon, tu fais du vent. Mais aujourd'hui, je suis choqué de comprendre que quelqu'un vient, il voit l'arbre qui est dans le champ, et vous discutez le prix de l'arbre et puis lui il prend. Donc maintenant, le jour où il veut, il vient, il coupe. Il coupe. Ça l'appartient. Comme il a déjà versé là, ça l'appartient. Wow. Parce que lui, il n'a pas un terrain personnel. Ouais. Comme tu n'as pas un terrain personnel, tu n'as pas aussi un arbre qui va aider à faire trouver des bois de chauffage. Okay. Donc c'est comme ça que ceux qui sont manqués, ils sont obligés d'aller demander à ceux qui ont des terrains où il y avait des arbres dedans pour couper, soit tailler, soit couper à ras et utiliser comme le charbon et les brindilles comme le bois de chauffage comme ça. Okay. Mais là, si je comprends, mais ça veut dire qu'il y a de plus en plus de rareté des arbres qui existent. Oui. Mais en faisant cela, est-ce que vous ne contribuez pas à la destruction de l'environnement? Non, maintenant là, peut-être avec les dernières 10 années qui sont passées, d'accord, mais avec le monde d'aujourd'hui, on est en train de faire le reboisement là de temps en temps. Okay. C'est comme ça que moi j'ai mis à peu près, cette année j'ai mis 6700 pieds d'eucalyptus. 6700 pieds? 6700 pieds. Okay. Devant moi. Donc dans 3-4 ans, cet arbre-là sera grand et ça va remplacer ce qui existe naturellement comme les carités, l'arbre à carité où nous sommes sous l'arbre comme ça. La particularité avec ça, c'est que l'arbre à carité, on parle, c'est un arbre fruitier. C'est un arbre fruitier. Contrairement à l'eucalyptus. Vraiment, il y a une différence, grande différence entre l'eucalyptus et l'arbre à carité. Oui. Mais pourquoi? Parce que pourquoi on détruit les arbres à fruits en remplacement des arbres non fruits? Mais parce que ceux qui ne donnent pas de fruits comme l'eucalyptus que je voulais citer là ne sont pas encore grands. Mais s'ils deviennent grands, peut-être on va aussi semer les grains de l'arbre, les grains de carité là, entre ceux et pour remplacer, pour montrer aux jeunes de demain, pour les donner, pour qu'ils puissent savoir c'est ça l'arbre à carité, c'est ça l'arbre à néré, et c'est ça et autres. Donc c'est dans l'idée, mais ça va venir avec. Ok. Maintenant, en parlant de ça, quelles sont les principales difficultés? On n'entre pas dans l'agriculture maintenant. On est au village, on est à Togo. Quelles sont les principales difficultés sociales, sur le plan social? Si tu vois le village dans 5 ans, 10 ans, quelles sont les principales difficultés que les gens rencontrent au quotidien? Au quotidien, les gens, le vrai problème, c'est le problème d'espace de la terre. Okay. Les enfants, quand on les met les yeux fermés au monde, ils ont déjà des problèmes. Et encore, deuxième problème au quotidien, pour traverser, quitter ici, aller dans un autre village, on n'a pratiquement pas de route. Pas de route. Et ce sont des problèmes que demain, nous, les jeunes qu'on est en train de mettre au monde là, ils vont rencontrer ces difficultés. Parce que nous qui sommes ici même, avoir un terrain, c'est pas facile. Et trouver une petite piste pour joindre un autre village, c'est pas facile. Et de temps en temps, la dégradation, c'est-à-dire l'érosion là, l'eau de la pluie là, ça dégrade de temps en temps nos routes. Donc, et même les terrains que nous utilisons comme terrain de champ là même, l'eau de pluie est en train de dégrader. Okay. Et si on remarque bien, de temps en temps, l'année augmente, le nombre de populations augmente, et la superficie, elle est là, on a toujours le problème. Ça réduit, la superficie réduit, parce que là où la pluie a tracé déjà une route là, c'est non cultivable. Comment tu vas cultiver encore? C'est ça. Donc ça réduit encore la surface cultivable.
Maintenant, quelles solutions tu peux proposer pour le problème d'accès à la terre ou alors à l'augmentation de la population villageoise là? Quelle est la solution qu'on peut Solution trouver? qu'on peut trouver, bon, d'abord, c'est l'analphabétisme. Il faut d'abord sensibiliser tout le monde pour que les enfants qu'on les met au monde, on les envoie à l'école. Pour qu'eux-mêmes, ils prennent conscience. Oui. C'est ça la solution. Oui. Et si nos enfants qu'on est en train de fabriquer n'ont pas été à l'école, ils ne prennent pas leur conscience à demain. Et je trouve que trouver une solution à tout ce problème-là, c'est pas juste facile. Ça va être Donc, compliqué. pour moi, il faut d'abord sensibiliser les parents pour qu'ils envoient leurs enfants à l'école et les soutenir à savoir faire la différence entre le mal et le bien. Mal et bien. Ok. Maintenant, moi j'aimerais savoir, les gens qui ont étudié tels que les nous, nous avons été à l'école, on a étudié. Et on a vu les potentialités de l'agriculture que vous venez de relater. Que la terre ne ment pas, on le dit souvent. La terre, quand tu sèmes quelque chose, Ça va te donner quelque chose. ça va te donner quelque chose. Avec le problème de rareté des terres, les superficies qui sont un peu limitées ici, est-ce que les gens comme nous, ou bien autres, nous sommes là, si on se propose de faire l'agriculture, quel conseil vous allez nous donner? Bon, ça là, c'est pas aussi grave comme vous êtes déjà des bagagers. Par exemple, si je donne cette parcelle de terre là à une seule personne, il suffit d'amender seulement. Il suffit d'amender. Et si on amende bien la terre, une parcelle seulement de terrain de 80 mètres de carré, le rendement serait quand même atroce. Okay. Mais si c'est pas amendé, c'est là où le rendement est médiocre. Mais si c'est bien amendé, par exemple, là où nous sommes là, j'ai mis un peu les déchets des animaux et le rendement là, tu vois, quitter ici, faire là même quelque chose de moins de 50 mètres carrés là, les gens ont mis du temps, peut-être 2 jours pour cultiver ça, pour récolter. Donc il faut amender. Il faut amender seulement. Il faut amender le terrain et le rendement serait bon. Mais il y a une autre perception de la société en ville vis-à-vis de ce que je viens d'évoquer là. Une personne qui a fréquenté, qui a eu des diplômes et qui revient peut-être faire l'agriculture. Les gens ne donnent pas d'importance à cela. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? C'est fréquenter des années et revenir. Mais tu es déjà un expert, non? Il y a des gens, beaucoup de gens qui ont étudié et ils sont au retour de leurs études. Ils ont choisi l'agriculture. Il y a des agronomes. Ils refusent d'aller à la fonction publique. Ils sont là. Je peux donner comme exemple à qui déjà là, André, c'est un agronome. C'est André Bendogore, c'est encore un secondaire, mais c'est André Romlelem. C'est un agronome. Il est sorti de l'école agronomie de Baïli quand il est revenu. Mais il a laissé la fonction publique. Il est à côté, il est là à Kaka. Il a ouvert une grande ferme, une grande ferme comme ça. Quand tu pars, il va te montrer des choses. Il y a des machines. Il a installé des machines et il travaille. Il reste dans son jardin. Ok, maintenant, pendant que tu dis ça, moi j'ai envie que tu donnes peut-être un conseil à tous ceux qui peuvent regarder cette vidéo, qui sont des diplômés, qui ont des grands diplômes et qui ont cette excuse-là de ne pas peut-être faire des petits commerces, faire de l'agriculture ou de l'élevage ou quoi que ce soit. Quel conseil tu peux les donner? Maintenant, l'apport de la fonction publique, parce que quand on fréquente déjà, dans l'idée, c'est d'aller gagner dans la fonction publique. Maintenant, la porte est trop restreinte. La porte est carrément fermée même, je peux dire. Donc, je conseille à tous les diplômés, ceux qui ont beaucoup étudié, les bagages là, quand ils reviennent de leurs études, il y a beaucoup de carrières. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la pêche et autres. Si on est à côté, si on est dans un terrain marécageux, on peut faire la pêche. Et si on est dans une forêt, on peut faire la chasse. Mais il faut perfectionner. Il faut prendre la carrière que toi tu choisis, il faut prendre à 2 mains. Et ne prendre à 2 mains ne veut dire pas commencer aujourd'hui et puis gagner le paradis demain, le lendemain seulement.
Il faut se projeter. Dans 10 ans, est-ce que ça ne va pas me donner quelque chose? Il faut se projeter comme ça. Mais il y a des gens qui reviennent de l'école, des écoles professionnelles, comme tu venais de dire, et ils ont essayé avec l'agriculture, 1 année, 2 ans, parce que tu as manqué de moyens, même si tu es un bagagier même, quand tu es arrivé sur le terrain, il y a beaucoup de méthodes que tu vas utiliser pour gagner encore. Il y a les strigas, les mauvaises herbes qui sont contre nos cultures là. Comment lutter contre les strigas, comment lutter contre les sables, comment irriguer un terrain, comment protéger les arbres, fruitiers et autres. Donc, c'est encore une autre deuxième école. C'est une école que c'est une école. Tu vas entrer rentrer dans une école et c'est là où tu vas te projeter, comme je suis dans cette école, dans 10 ans, est-ce que ça ne va pas me donner quelque chose? C'est comme ça. Quand moi j'ai quitté les bancs de l'école, les gens me parlent, comment tu es revenu comme ça? Il faut repasser, je dis que je vais choisir l'agriculture. Comme j'ai déjà choisi l'agriculture, il me faut faire cette expérience de 10 ans, et ça va donner ou ça ne va pas donner. Et c'est là où je sais un engagement. Et j'ai fait 10 ans, j'ai dit non, comme je suis déjà vieux, pas la peine de repartir à l'école, ou pas la peine encore de demander quelqu'un un poste. Donc, je me cantonne sur l'agriculture et j'attends mon dernier jour. Ok. Maintenant que tu parles de ce que tu fais depuis que tu as embrassé l'agriculture, est-ce qu'il y a une leçon que tu peux, ou bien une discipline que tu t'es imposée? Bien, est-ce qu'il y a une manière de faire les choses que toi tu adoptes dans la société, que tu adoptes dans ta vie et que tu fais pour atteindre tes objectifs? Et la discipline, c'est quoi? C'est problème de volonté, patience et sûreté, non? Quand tu donnes de la volonté, et il faut patienter. Il y a beaucoup de choses qui vont t'arriver, mais il faut surmonter seulement. Il va réussir seulement. Alors, je ne vois pas autre miracle. Je ne vois pas la magie dedans. Et si tu donnes volonté, même si ça ne donne pas cette année, il faut reprendre. Même chose. Il faut reprendre. Et tu fais la pêche aujourd'hui, tu n'attrapes pas le poisson, tu dis que non, je suis allé dans l'eau, je me suis mouillé, je n'ai pas attrapé le poisson, donc pas la peine, je vais revenir à la terre, la terre, j'ai fait 1, 2 ans, ça ne va. Mais là, tu es dans l'embarras. Ah, toi-même, c'est autant déambuler. Hein? C'est ça. Ah, tu déambules. Tu déambules. Donc, il faut te fixer pendant 10 ans et que ça ne marche pas, il faut changer de carrière. Ok. Bon, maintenant, on parle de ce que tu fais. Généralement, en une journée fait 24 heures. Tu travailles combien d'heures par jour et combien de jours par semaine ou combien de jours par mois? Non, il y a des moments comme nous sommes au moment des récoltes. Là, je peux aller même jusqu'à 22h, 23h. De 6h jusqu'à 22h, 23h. Et je me pose à partir de 0h là. Si le temps me permet, si le travail que j'ai devant moi, ça n'atteint pas le volume que j'ai voulu, je continue jusqu'à même 0h, 30. Même hier, même, je suis rentré à 22h30. Wow. De 6h De 6h à 22h30. Et chaque jour, c'est comme ça? Moi, c'est pas tous les jours. Mais là où tu es, le travail qui est devant toi, si c'est énorme, c'est énorme parce que je travaille avec les gens. Les gens qui viennent et ils n'ont pas encore fini. Et puis, il y a la distance encore qui me sépare de la maison, mon chantier. Donc, c'est que comme on est en train de faire la récolte de l'arachide, alors, ils ont coupé et il faut d'abord ramener ça. Je ne peux pas, comme ils ont coupé, j'ai payé, je ne peux pas laisser là en tas et puis revenir dormir dedans. Et si un voleur passe après moi là, quel serait mon résultat? Donc, j'attends à ce que les gens ont coupé rentre d'abord. Moi, je vais rentrer à la dernière position. C'est pour ça que j'ai attendu. Les enfants ont ramené. Jusqu'à 22h30. Quand c'est fini, c'est comme ça que moi aussi, je suis rentré au dernier ressort. Wow. Ça, c'est un travail. Bon, nous allons conclure maintenant cette vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour tous ceux qui suivent cette vidéo? Oui, mes derniers mots, c'est de dire à ceux qui n'ont pas encore choisi un métier, une carrière, de chercher à avoir une carrière et se cantonner dans cette carrière, même si c'est enlever les déchets dans un WC même, ce qui te donne un pain quotidien, c'est déjà bon. Donc, il faut que tout le monde choisisse quand même, chaque personne choisisse quand même sa carrière. Sa carrière. Que chacun définisse ce qu'il va faire, que chacun choisisse sa carrière
et se positionner, persévérer et évoluer et le résultat, vous allez constater le résultat. Nous sommes au champ, nous sommes venus expérimenter la terre, nous sommes venus au contact du terrain pour comprendre les difficultés, les avantages. Et sachez-le, prenez toutes les recommandations, tout ce que l'expert en agriculture nous l'a dit. Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans le domaine de la vie sociale, dans la construction personnelle et professionnelle. Donc, ce sont des leçons qui sont très importantes à retenir. Et à tous ceux qui ont des grands diplômes, tous ceux qui ont encore des excuses pour initier une activité génératrice de revenus, souvenez-vous à chaque fois du message qui vient de se passer. Ciao.